Rapiste. T'as un bout de papyrus, là, plein de trous, quoi. Tu te dis, là-dedans, il y a de la musique. Ça prend des mois et des mois et des mois. Tu lis, tu dis, c'est quelle lettre ici, toi? Et alors après, bon, une fois que t'as bien établi ton truc, mais là, t'as tout qui vient en même temps. Tu fais la transcription. Je lis ce que j'écris. Puis là, je l'entends. J'ai découvert un jour dans une boîte oubliée dans un placard depuis des dizaines d'années, pour pas dire depuis un siècle, une petite boîte en fer que j'ai ouverte, et à l'intérieur j'ai trouvé en vrac des papyrus en boule, des morceaux de cigares, de journaux. Et en ouvrant ce papyrus justement, j'ai trouvé qu'il était étrange parce qu'il avait au-dessus des phrases des signes. Et je ne comprenais pas ce que c'était. À l'époque, je ne savais pas comment noter la musique. Et j'en ai parlé à Annie Bellis, qui donc était dans notre équipe de recherche, et elle m'a dit que c'est la musique, il n'y a pas d'autre possible. Et donc ensuite, pendant 2 ans, on a travaillé ensemble sur ce papyrus. On avait du matériel très performant, un très gros microscope binoculaire, très très bonne qualité. Et heureusement, parce que c'est un papyrus qui est très sombre, il est marron, comme marron chêne foncé, et l'écriture est assez pâle dessus. Et grâce à ce matériel vraiment de pointe, plus les photos qu'on a eues en infrarouge, en ultraviolet, etc., on a réussi à déchiffrer ces quelques lignes. Je crois qu'il y a en tout 18 à 20 lignes de texte, pas plus. Tu peux toujours lire une partition transcrite. Tu peux entendre ça dans ta tête, oui, mais t'entends pas le timbre, t'entends pas la respiration, t'entends pas l'attaque, tu vois pas le type en train de le faire. Je me suis dit, mince, faudrait quand même... on peut pas jouer ça au piano, à la guitare, faut l'entendre vraiment. Parce que les instruments, faut les entendre. Et c'est né de la rencontre avec un luthier. Au British Museum, j'avais vu une traverse de lyre qui avait été trouvée dans une tombe. Je connaissais bien les représentations figurées, je connaissais des reliefs, je connaissais les textes qui en parlaient, comment c'était fait, les matériaux. Et voilà, c'est ça. C'est en fait, cette lyre, la première, c'était, au fond, elle reposait sur, je sais pas moi, 20 textes, je ne sais pas combien de fragments, des bouts de carapace de tortue, des trucs comme ça. Et puis je ne sais pas combien de représentations figurées que j'avais vues, que j'avais comprises. Mais je l'aime, hein, cette lyre. Ah ouais, je l'aime. J'avais carte blanche, et voilà, tu prends ça, tes musiciens jouent. Bon, alors j'ai joué, et puis j'ai cherché différentes façons d'attaquer, différentes positions d'utilisation du plectre, différentes techniques de jeu, donc avec les pouces, avec les doigts, de la main droite, de la main gauche, les trémolos, les choses comme ça. Donc je faisais des propositions en disant, tiens, ça, est-ce que c'est un effet qui te semble possible? Non, ça, il n'y a rien qui l'atteste, donc on met de côté. Ah, par contre, bon, quand je lui ai dit, mais voilà, il nous manque des notes, donc on peut utiliser les harmoniques. Là aussi, ça a fait tilt, c'est mes A. C'est peut-être pour ça que sur les iconographies, sur les peintures, on voit des musiciens avec les doigts qui sont disposés sur les cordes, mais pas dans une position de jeu. Enfin, pas dans une position où on pince la corde, donc sans les doigts repliés, mais des doigts ouverts. Donc vraisemblablement, ils utilisent aussi ces sons harmoniques. Donc ce sont les propositions du musicien confrontées à celles du chercheur qui ont fait petit à petit avancer les choses, quoi.